Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous faites bien d'être avec nous sur les antennes de For You Media Africa dans le cadre de votre programme. On remue l'actu de ce jour. Aujourd'hui, on ira du côté du Sahel en Afrique de l'Ouest. Eh bien, le président français Emmanuel Macron annonce la fin de l'opération militaire. Il prononcera un discours tout à l'heure à Toulon, c'est en France. C'est notre sujet du jour. On aura également l'info du jour. Ce sera avec Coumabité. On aura l'image du jour, les unes du jour. Et si le temps nous permet, on aura également le buzz du jour tout à l'heure. On en parlera tout au long de cette émission avec notre consultant permanent, M. Noumbissi Wafo, et mes collaborateurs qui sont déjà sur ce plateau. Je vais commencer par vous. Kwetu, vous êtes particulièrement belle. Aujourd'hui, j'adore le foulard, la coiffure. Bonjour. Vous m'avez pas dit à Pouchou. Bonjour Moto. On fait bien de démarrer quand même avec le sourire et voilà, on espère vous en envoyer à vous également, même si on va bien sûr évoquer des sujets on ne peut plus sérieux. On prend simplement, et c'est la particularité de cette émission, d'allier un peu de légèreté et des sujets on ne peut plus sérieux. Bienvenue donc à vous qui nous rejoignez encore aujourd'hui. Merci à vous qui nous envoyez des commentaires encourageants donc et qui nous permettez tous les jours de vous retrouver avec le sourire. Voilà, avec toi on aura l'image du jour tout à l'heure. On s'attend à quoi? On aura l'image du jour. Bon, non, pas vraiment, insolite. On ira en France évoquer un fait d'actualité qui a marqué le week-end dernier et le tout début de cette semaine. On ira donc au Parlement français pour évoquer un acte de racisme dont a été victime l'un des parlementaires de ce côté. En vidéo, vous aurez donc un peu la preuve de ce qu'il est encore malheureusement des problèmes de racisme du côté de la France. Voilà. Voilà, merci. Et on aura bien sûr les unes du jour et je me garde de vous dire s'il y aura Aluida. Voilà, je me garde de vous dire s'il y aura Aluida. Voilà, merci Kwetu. Il est également là ce matin. Il nous a un peu manqué hier. Il est avec nous. Bonjour Coumabité. Bonjour Mamoutou, bonjour à Aluida Info. Kwetu, voilà, bonjour à toi également, bonjour à tous ceux qui nous regardent dans le programme. Dans ce programme, il s'agit bien évidemment, on remue l'actualité, une émission, comme vous le savez très bien, qui passe de lundi à vendredi lorsqu'il est 10h passé de 45 minutes. Bonjour une fois de plus à tous ceux qui nous regardent donc en direction de Djoum, c'est au sud du Cameroun. Bonjour également à ceux qui nous regardent de l'autre côté de Malantoine, c'est également dans le Noun, toujours dans le Cameroun. Bonjour à l'Afrique, bonjour donc au monde. C'est un réel plaisir à Imamoto de vous retrouver également pour ce jour, puisque vous avez dit je vous ai manqué. Donc c'était donc un réel plaisir de vous retrouver ce matin. Avec toi, on aura l'info du jour tout à l'heure. Bien évidemment, on aura l'information du jour qui va nous conduire donc en République démocratique du Congo, où donc les jeunes ont décidé de rejoindre l'armée pour combattre donc le M23. Voilà donc l'information du jour qu'on aura l'occasion, alors le temps de concocter avec vous tout au long de cette émission Emamuto. Merci Coumabité. À présent, l'essentiel de ce que vous êtes censé savoir, le sujet du jour. Le sujet du jour, je vous l'ai dit, sécurité dans le Sahel. Emmanuel Macron annonce la fin de l'opération militaire. Eh bien, en visite à Toulon ce mercredi 9 novembre, donc ce sera tout à l'heure. Aujourd'hui, le président français va officialiser la fin de l'opération Barkhane au Sahel. Emmanuel Macron annoncera aussi une adaptation significative des bases françaises en Afrique. Le président français Emmanuel Macron annoncera aujourd'hui officiellement la fin de l'opération anti-djihadiste Barkhane au Sahel, un peu moins de 3 mois après son retrait du Mali, a indiqué. Voilà, mardi 8 novembre, l'Élysée, le chef de l'État en visite à Toulon, prononcera un discours qui sera notamment l'occasion de marquer officiellement la fin de l'opération Barkhane et d'annoncer une adaptation significative de bases françaises en Afrique. Cette annonce sera sans conséquence sur le dispositif militaire français dans la région. 9 ans de lutte contre
contre le terrorisme sur le terrain. À ce jour, quelques 3000 militaires français sont encore déployés au Niger, au Tchad, au Burkina Faso. La force a compté jusqu'à 5500 militaires au plus fort de son déploiement dans le Sahel, poussé hors du Mali par les militaires au pouvoir depuis 2020, qui travaillent désormais, même si elle s'en défend, avec le sulfureux groupe paramilitaire russe Wagner. L'armée française a définitivement quitté le pays mi-août après 9 ans de lutte anti-djihadiste. Elle reste pour autant dans la région et continue à lutter contre les groupes djihadistes liés à Al-Qaïda ou au groupe État islamique, qui entendent progressivement leur activité vers le pays du Golfe de Guinée. Selon l'Élysée, le principe est de réduire l'exposition et la visibilité des forces militaires en Afrique, de se concentrer sur la coopération et l'appui, principalement en termes d'équipement, de formation, de renseignement et de partenariat opérationnel lorsque les pays le souhaitent. Dès l'annonce en février du départ du Mali, la France avait annoncé sa volonté de lancer des discussions avec les États africains sur ce dossier, même si elle n'entend pas abandonner la lutte anti-djihadiste. Paris doit composer avec une opinion publique africaine de plus en plus hostile et au sein de laquelle l'influence de puissances rivales, Moscou en tête, se renforce via les réseaux sociaux et médias officiels. Un récent rapport de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, dépendant du ministère français de la Défense, décrivait ainsi au Mali la prolifération de contenus de désinformation en ligne, le plus souvent destiné à dénigrer la presse française et à justifier celle de la Russie. Eh bien, l'idée désormais est de continuer à agir, mais en discrétion. Aucun nouveau nom n'a été, semble-t-il, donné aux troupes désormais déployées. Les soldats français, restent couverts, protégés, soutenus, administrés dans des conditions qui sont satisfaisantes, mais l'annonce officielle est nécessaire. Localement, a-t-on ajouté à l'Élysée dans le champ des perceptions. Barkhane continue d'occuper une présence très importante sur les réseaux sociaux. Il faut y mettre clairement un terme pour pouvoir basculer sur une autre logique, a-t-on conclu. Voilà, mesdames, messieurs, tel est notre sujet du jour. Tout à l'heure, le président français Macron donnera un discours du côté de Toulon, c'est en France. Voilà, le président annoncera la fin de l'opération militaire Barkhane dans le Sahel. Vous, téléspectateurs et internautes, vous pouvez réagir à cette thématique sur nos différentes plateformes, notamment YouTube, Facebook sur notre page Facebook For You Media Africa. Nous sommes également en simultané sur For You Radio 96.3 FM. Avant de prendre l'avis de notre consultant, M. Noubessi Wafo, je commence par... Tout à l'heure, j'ai commencé par la dame, maintenant par l'homme cohabité. Emmanuel Macron annoncera tout à l'heure la fin de l'opération militaire du côté du Sahel. Quelles sont vos impressions? Eh bien, pour l'Afrique, c'est une réussite. Pour la France, c'est un échec. Parce qu'en réalité, vous savez, le Mali aujourd'hui qui est toujours dans le combat, ou alors certains pays du Sahel qui sont toujours dans le combat, à un moment donné, c'est une réussite pour le dire. Mais maintenant, je crois que j'ai eu l'occasion de le souligner ici, ou alors de le marteler au cours de cette émission toujours, où je me suis prononcé et j'ai affirmé qu'aujourd'hui la France est en difficulté financière. Et si la France est en difficulté financière, la France ne peut plus financer, supporter les dépenses de l'armée française qui est donc installée dans le Sahel. Vous savez que le déplacement de l'armée française dans le Sahel ce déplacement est très coûteux. Alors, il faut rappeler qu'il y a de cela quelques jours, la France a renforcé ses liens avec le Niger et a déployé encore un bon nombre de militaires du côté de Niamey. Vous-même, vous avez dit il y a de cela quelques jours. Mais il y a aussi de cela, voilà, après donc ces jours-là, on a constaté, vous savez, l'affaire de la gérance politique n'est pas une histoire où on va se lever du jour au lendemain et prendre des décisions. C'est un conseil, c'est-à-dire c'était un conseil des ministres, c'était un conseil des grands conseillers, c'est un rassemblement, et au sein donc de ce rassemblement, il y a des décisions qui se prennent. Et je me dis aujourd'hui que le gouvernement français a jugé bon, ou alors a jugé nécessaire de retirer définitivement ses troupes, parce qu'à un moment donné, comme je dis tantôt, le financement de ce côté-là, ça prenait
beaucoup plus d'argent. Et vous pouvez imaginer, il faut nourrir l'armée, il faut le ravitailler. Bref, ce ravitaillement-là était très coûteux à un moment donné, étant donné que les Français sont dans une impasse, parce que là, il faut le dire, et donc les Français sont dans une impasse financière. Alors, à un moment donné, que de continuer à dépenser cet argent, alors que cet argent n'entre pas, c'est-à-dire qu'on investit dans le néant, parce qu'à un moment donné, quand on investissait... Et ils sont également repoussés. On a vu ce qui s'est passé au Mali. Le Barkhane a quitté le Mali. Ils sont rejetés de ce côté-là. Ça, c'est le premier aspect. Ça, c'était le premier aspect de ce retrait-là. Oui, parce que, vous savez, le Mali, à un moment donné, quand le Mali demande à la France de partir du territoire, ça veut simplement dire qu'à un moment donné, la France va perdre déjà en ressources humaines, la France va perdre en financement, parce que à un moment donné, ce sont les ressources du Mali qui étaient, à ma connaissance, exposées. C'est-à-dire que la France qui vient installer, depuis pratiquement 9 ans, a installé ses bases militaires au niveau à l'est du pays. Et on s'est rendu compte que pendant 9 ans, c'est-à-dire que le djihadisme de ce côté-là, ou alors le terrorisme de ce côté-là, n'avait jamais été éradiqué pendant 9 ans. À un moment donné, le gouvernement malien s'est prononcé. Il dit, mais attendez, vous êtes là depuis pratiquement... Ça fait quand même 9 ans que vous êtes là. On n'a pas eu de suite. On n'a pas eu de suite. Mais vous êtes toujours là. Vous dites tous les jours que vous êtes en train de combattre le terrorisme. Chose que nous, on déplore aujourd'hui, parce que vous ne pouvez pas être dans un pays et vous dites aujourd'hui que vous êtes là pour lutter contre le terrorisme. Mais ce terrorisme... Une recrudescence. On constate même qu'il y a une recrudescence. À un moment donné, on n'est plus d'accord avec vous. Les conventions qu'on a signées, on n'est plus d'accord. On vous demande donc de partir de notre territoire, chose qui est normale, chose qui est légale. À un moment donné, quand on se rend compte que la France, qui était à un moment donné en train de s'accaparer des biens du Mali, et que lorsque le Mali a fait donc ce constat, leur a demandé de partir, à un moment donné, c'est l'économie qui va baisser. Parce que il faut comprendre un truc, c'est que la France ne produit rien du tout. La France joue alors, ou alors la France vit avec les moyens de sa politique. La France n'a pas de ressources. La France n'a pas de ressources en matière de ressources non seulement financières. Loin de là, la France n'a rien du tout. La France vit avec ses colonies. C'est-à-dire que ce sont ces colonies qui font de la France aujourd'hui un pays plus ou moins puissant. Mais maintenant, qu'on se rend donc compte que en Afrique de l'Ouest, vous êtes en train de perdre, en Afrique centrale, ça ne donne plus, dans votre pays, même l'économie est en baisse, à un moment donné, c'est vous qui continuez à financer l'armée de ce côté-là. À un moment donné, lorsque vous faites le ratio de cela, vous vous rendez compte qu'il faut supprimer, il faut supprimer quand même, il faut suspendre une veine, et pour suspendre une veine, il faut donc pouvoir prendre cet argent-là et pouvoir investir dans l'économie du pays, que de financer l'armée qui est donc hors du pays et qui n'est pas là pour défendre vos intérêts. À un moment donné, il faut donc suspendre cela. Voilà pourquoi, ma foi, je me dis que Macron a donc eu l'obligation, lorsqu'il y a eu dans ce conseil des ministres ou alors du gouvernement, ce sont les décisions qui ont été prises, parce que vous savez, Macron ne prend pas la décision seul. Ce sont les décisions qui ont été prises. On lui a dit, attendez, l'Afrique aujourd'hui ne veut plus de vous. Et on ne peut pas continuer à persister, à insister, à dire qu'on va soutenir l'armée, on va soutenir le Sahel. À un moment donné, il faut donc qu'on fasse revenir nos hommes, et que cet argent-là, que d'investir cet argent-là dans l'armée, on peut faire donc investir cela dans l'économie du pays, pour qu'à un moment donné, qu'on essaye de voir si on peut avoir l'équilibre dans ce côté-là. Donc ça, c'est mon point de vue, en fait, Emma Mouto. Merci Koumabité. Kwechou, tout à l'heure, le président français Emmanuel Macron annoncera à Toulon, dans un discours, le départ définitif de l'armée française du côté du Sahel. Quelles sont vos impressions? Alors, l'impression qu'il était temps, après 8 ans, 3 mois et exactement 5 jours, puisque c'est le 1er août 2014 qu'ont été lancés les soldats de Barkhane, donc l'opération Barkhane, qui elle-même venait remplacer une autre opération, Serval, qui n'avait pas vraiment connu grand succès, et à qui on prêtait quand même finalement une capacité à pouvoir faire mieux que Serval. Alors, le temps a passé, les résultats ne s'en sont pas suivis. Les pays africains du Sahel qui étaient concernés
notamment une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, un peu de l'Afrique centrale, comme notamment au Tchad. Oui. Voilà. En RCA. Voilà. En tout cas, tout le Sahel qui quitte de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à une partie même de la corne de l'Afrique. C'est un peu ça la zone du Sahel. Donc, une opération qui, au fil des années, ne connaissait pas grand succès et malheureusement, ou heureusement, j'ai presque envie de dire, connaissait également des populations locales, donc notamment les pays concernés, qui avait une espèce d'éveil de conscience quant à se dire, d'accord, vous êtes venus au prétexte de lutter contre les groupes djihadistes, puisqu'on était également là, dans la période où on évoquait Daesh, la guerre en Syrie, et on estimait que Al-Qaïda et bien d'autres avaient des démembrements, essayaient d'étendre, d'élargir un peu leurs horizons, et notamment se pointaient beaucoup en Afrique. Bon, les Africains, ils n'ont pas dit non, du moins les pays concernés n'ont pas dit non. Tant qu'avoir au moins des résultats, on peut bien accepter. Mais il n'y a pas de résultats, bien au contraire, il continue à y avoir des morts. On a presque envie de dire, bon, laissez-nous avec nos djihadistes, nous on va faire avec. Laissez-nous avec nos djihadistes, nous on va faire avec, puisque sans vous... Ou alors signer des partenariats avec d'autres... voilà, essayer ailleurs, voilà. Parce que votre présence, elle met carrément même à mal finalement notre sécurité intérieure, parce qu'on se rend bien compte que de par votre présence, vous avez une entrée, c'est presque une porte d'entrée pour nous infiltrer et asseoir encore davantage votre paternalisme sur nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le Mali, en premier, on l'a vu il y a quelques mois avec ce nouveau vent qui a été impulsé par Assimi Goïta et ces révolutions qui ont été engagées. Finalement, on prie sur eux et ont eu le cran de dire « nous, on n'en veut plus ». Nous, on n'en veut plus. Et si le G5 Sahel qui a été finalement mis sur pied, comme étant une espèce de continuité de Barkhane, finalement, veut nous faire blocus. Ok, même du G5 Sahel, nous, le Mali, on s'en va. Et il faut dire que le fait que le Mali ait repoussé Barkhane, des analystes assez avertis l'avaient déjà vu venir la fin de Barkhane, qui avait quand même son grand bastion du côté donc du Mali. Et le Mali a impulsé une idéologie, le sentiment anti-français qui va encore aujourd'hui en gagnant du terrain. Finalement, quel était encore l'intérêt pour Emmanuel Macron de maintenir cette force militaire dont personne ne voulait plus? Au Mali, on n'en veut plus. Au Burkina Faso, on n'en veut plus. Au Niger, où on élit domicile, finalement, les Nigériens sont dans la rue et disent, nous, on n'en veut pas. Qui finalement en voudra? Eh bien, plus personne, autant d'en plier bagage. Alors, Emmanuel Macron aux abois, ça aussi, il n'y a pas matière à tergiverser là-dessus. Sa tournée en Afrique dernièrement n'a été que preuve de cela. Il a ciblé finalement les quelques pays où il estimait qu'on l'accueillerait avec des papiers, où on ne lui jetterait pas des papiers. Il a bien évité l'Afrique de l'Ouest en ce moment. Voilà. Au Cameroun, il s'est dit, bon, là-bas quand même, ça peut encore le faire. On n'a pas vu des pancartes quand même où on a dit, ah bah Macron, ce qu'on voyait beaucoup au Burkina Faso, c'est très dangereux. Alors, il faut dire aussi que, pour ma part, j'estime que c'est un peu le volte-face qu'aura connu peut-être un autre président, dont notamment le président américain, qui avait initié également ces forces américaines qui s'éternisaient du côté donc d'Irak, et les Américains qui demandaient à savoir, mais nous, on a des fils qui meurent là-bas tous les jours. Quel est notre intérêt encore finalement à y rester? Et c'est le même problème que Macron finalement il a connu, parce qu'il faut relever qu'il y a eu aussi des morts dans les lignes de Barkhane, dans ces affrontements dont on ne comprenait même plus finalement les enjeux. Il y a des soldats français qui mouraient là-bas. Effectivement. Et
après une victoire aux élections passées in extremis, parce que simplement du côté de l'opposition française, ça ne se bouscule pas. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un président ait voté et quelques jours après, lors du défilé du 14 juillet, il est hué par des milliers de Français. Simplement, il comprend que ça mettait déjà à mal également sa position. Lui qui a perdu énormément en cote de popularité du côté de la France. Surtout. Et même ce que vous avez relevé tout à l'heure, Koumabité, le fait que c'était un gouffre financier aussi. Donc, il y avait plus vraiment un réel intérêt pour Emmanuel Macron, si ce n'est de mettre en difficulté le peu de capital sympathique qui lui reste encore vis-à-vis des Français. Et capital sympathique, il n'y a plus du tout en Afrique. Il n'y a plus du tout en Afrique. Donc, autant colmater les brèches et essayer encore de garder le peu de sympathie qui reste en disant, bon, ok, d'accord, on arrête tout ça et puis vous êtes content, on rentre chez nous et puis cet argent qu'on doit investir chez vous, non, on va l'investir plutôt dans notre économie. Et puis le SMIC quand même, parce que ce qu'on ne connaît pas, c'est qu'il y a les Français qui vivent là-bas avec moins de 1000 euros. Vous vous imaginez, alors qu'il y a des centaines de millions d'euros qui sont investis chaque mois pour soutenir, entre guillemets, le Sahel. Le terrorisme au Sahel. Voilà, donc du coup, Macron a compris en fait, et j'ai peur un peu pour lui parce que je ne suis pas très sûr qu'il va finir sa campagne. Il va finir il va finir d'exercer son pouvoir présidentiel ces dernières années qui lui restent. Donc j'ai un peu peur parce que sa politique à un moment donné c'est un échec. Parce qu'il faut le dire ainsi, c'est un échec parce que vous ne pouvez pas être un président qui n'arrive pas à jouer le rôle de la diplomatie. Oui, vous êtes peut-être un fin stratège, mais vous n'arrivez pas à convaincre ou alors à convaincre vos homologues africains pour lui dire d'accord, vous avez demandé à ce qu'on fasse le juste milieu. Vous avez demandé à ce que, ça ce sont les Africains qui demandent, vous avez demandé à ce que qu'il y ait des conventions, c'est-à-dire qu'il y ait le pourcentage des relations diplomatiques gagnant. Oui. Mais aujourd'hui, ils se rendent quand même compte que en fait l'Afrique est en train de le repousser au lieu de revenir à la charge et dire, bon, tiens, d'accord, puisque vous insistez sur tel point, ok, on améliore donc cela, et puis vous nous faites des propositions, et puis on voit dans quelle mesure on peut travailler ensemble. Voilà. Mais Macron, lui, il veut jouer plutôt la carte de celui-là qui domine toujours. À un moment donné, on lui dit, non, mais tiens, attends, mais tu n'es qu'un jeune, tu n'as pas encore 45 ans, donc du coup, et en plus, tu es nouveau dans la politique. Donc du coup, là où tu vois là, il faudrait que tu plies tes clics et tes claques, et puis que tu rentres en France, parce que là-bas, quand même, je pense que tu peux imposer ton leadership là-bas. Voilà. Mais il faut le rappeler quand même avant de chuter, Mamouté, il faut le rappeler que ce ne sont pas tous les Français qui sont contre les Africains. Hein. Effectivement, parce que les Africains sont contre le gouvernement français et non contre les Français. Parce que là, il faut le rappeler quand même. Il faut le rappeler, c'est pas que les Africains sont contre les Français, mais les Africains sont contre le gouvernement français parce que il y a des Français qui soutiennent les Africains dans ce combat. Dans ce combat, effectivement. Oui. Merci, Koumabité. Voilà, mesdames, messieurs, j'espère que vous êtes avec nous. Il y a pas mal eu de messages qui ont déjà apparu sur notre page Facebook. Vous pouvez continuer de réagir à cette thématique. À présent, c'est l'info du jour avec vous, Koumabité, sans transition. D'accord, sans transition. Et Mamouto, on va directement aller en République démocratique du Congo. Ça, c'est en Afrique centrale. Il s'agit bien évidemment des jeunes qui rejoignent donc les rangs de l'armée. Voilà donc... des milliers de jeunes ont rejoint donc les rangs de l'armée de la République démocratique du Congo après l'avancée des rebelles du M23, mouvement donc du 23 mars sur la ligne de front, donc l'est du pays, où le gouvernement accuse donc le Rwanda de soutenir les rebelles du M23 dans la ville de Goma, le chef-lieu donc de la province du Nord Kivu, et à 70 km de la position des rebelles. Plus de 2000 jeunes ont donc répondu à l'appel du chef de l'État pour
servir sous le drapeau, a donc déclaré donc le général major Sylvain Ekenge, porte-parole donc de l'armée. Il faut donc retenir que ces recrues ont été filmées donc lundi en train de défiler, donc comme vous pouvez le voir en image, et il faut le signer, il faut le souligner donc la République démocratique du Congo accuse le Rwanda de soutenir les rebelles du M23 qui se sont emparés de plusieurs localités donc au nord de la ville de Goma. Vous pouvez donc le voir en image des futurs soldats, donc qui sont rasés à coups de lame, à l'ancienne. L'information civile un peu plus déplorable, mais quand même ces jeunes qui ont donc eu la volonté, et Mamoto comme vous le voyez avec ces boule zéro, comme vous pouvez donc le voir en image, des femmes aussi, des femmes également, qui ont donc décidé de soutenir l'armée de la République démocratique du Congo pour lutter donc farouchement contre les rebelles du M23, soutenus selon le gouvernement congolais par le Rwanda. Et il faut rappeler que ces jeunes-là répondent à l'appel du président Félix-Antoine Tshisekedi lors de son discours jeudi dernier. Il a appelé la mobilisation des jeunes à soutenir les soldats pour assurer la sécurité des Congolais. Donc, félicitations à ceux-là qui ont suivi le pas et qui suivent l'appel du président de la République. Tout à fait. Il faut rappeler quand même que ce n'est pas la première vague, parce qu'il y a eu une autre vague qu'on a recruté, une autre vague de recrues. C'était au mois de juillet dernier, si je ne me trompe pas, de juillet dernier, où l'armée congolaise a donc décidé donc de recruter également ces jeunes-là. Et aujourd'hui, après donc le discours de Monsieur Tshisekedi, voilà donc le résultat donc, il est donc visible. Ces jeunes qui ont décidé donc d'appartenir à l'armée congolaise, il a également décidé d'appeler la jeunesse à plus de vigilance, tout à fait, à se mobiliser afin d'accompagner ces soldats-là à mieux lutter contre les rebelles du M23. Tout à fait. Koukouichou, j'aimerais peut-être vous poser la question aujourd'hui, si c'était une situation qui arrivait peut-être dans votre pays, est-ce que vous seriez d'accord de rejoindre donc l'armée pour défendre l'intégrité nationale ou l'intégrité du pays? Je pense qu'il soit nécessaire forcément de revertir une tenue militaire pour mener le combat. Je mènerai le combat à ma façon. Des combats, ils sont d'abord idéologiques avant que d'être physiques. Et s'il y a eu ces réactions de ces hommes, c'est qu'il y a d'abord eu... Oui, les femmes, elles n'étaient même pas rasées. Il y avait une femme dans les rangs, elle n'était pas rasée. Bon, écoutez, comme je disais, le combat, il est d'abord dans le cœur. Mais vous, avec des armes, quand même, c'est compliqué. Pourquoi pas? Il faut le dire, en temps de guerre, le sentiment patriotique, il s'exprime plus que jamais. Parce que vraiment, si vous n'arrivez pas à avoir ce sentiment quant à défendre vos frères, votre patrie, alors qu'il est menacé, alors que vous voyez votre famille décimée, vraiment, je ne vois pas à quel moment vous adviendrez donc à être patriote. On l'a vu même pendant les grandes guerres qu'ont connues le monde. Les femmes ont forcément été mises à la tâche pour apporter un soutien aux hommes, que ce soit au front comme dans les usines de fabrication d'armes et bien d'autres. Ou même, je pourrais par exemple me retrouver en tant qu'infirmière de guerre. Pourquoi pas soigner les blessés de guerre. Ou alors coiffeuse. Une couturière de guerre qui va coudre les tenues, qui va rafistoler les tenues. Ça fait toujours partie de l'effort de guerre, effectivement. Donc, en tout cas, c'est assez salutaire de voir des Congolais unis autour de ce combat. Un pays qui parfois peut être déchiré de manière interne, mais qui, lorsqu'il faille faire front face à un ennemi commun, finalement advient à enterrer ses problèmes internes et à faire bloc contre malheureusement l'ennemi qui est aussi un frère même finalement, le Rwanda voisin. Je suis vraiment de ceux-là qui estiment que dans le combat panafricain, il est d'abord question d'advenir à des solutions pacifiques. Ce d'autant plus quand ce sont des Africains entre eux qui se retrouvent donc au centre
au centre du problème, il est important. Et j'ose encore espérer, jusqu'à maintenant, même en voyant des images de jeunes prêts à aller au front, j'ose encore espérer qu'entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi, on adviendra à trouver une solution pacifique pour mettre un terme à tout cela. Voilà, Koumabité, merci pour l'info du jour. Merci et Mamouto, c'était donc l'info du jour de ce matin. On se retrouve demain pour un autre sujet concernant donc l'info du jour et Mamouto. Merci Koumabité. Je crois qu'on va se retourner tout de suite vers Quechou pour les unes du jour. Je crois qu'il y a une transition. Voilà, les unes du jour, c'est avec Dame Quechou et non Apuchou, et non Pouchou, comme monsieur Draman Issa. D'ailleurs, il a même, je vais essayer de lire son message rapidement, là, si je le retrouve. Voilà. Bonjour For You Media, mes salutations à Quechou, à savoir que c'est vous qui nous, voilà, qui est de l'espoir, que Dieu vous bénisse, vous êtes notre fierté. Merci à Draman Issa. Depuis la Mauritanie. Je crois que beaucoup à lui. On s'intéresse aussi aux médias du côté de Nouakchott. Un coucou à lui, hein, si vous me regardez. Effectivement, la du jour, c'est avec Quechou tout de suite. Alors, monsieur Dramier, on va pas débuter à Nouakchott notre tour d'horizon de l'actualité. On va commencer au Cameroun plutôt. Voilà. Avec le Cameroun Tribune. Voilà, le journal à capitaux publics, le quotidien Cameroun Tribune qui titre ce matin Cameroun-France. La France encore, on en parle décidément. On garde le contact. Voilà. Quand je disais qu'au Cameroun, c'est encore un peu mitigé. On garde le contact, mais on travaille ensemble. Alors, de quoi il retourne simplement du fait que le nouvel ambassadeur de France au Cameroun est connu et a rendu donc visite au président Paul Biya, le président de la République, a donc longuement reçu en audience, c'était hier après-midi au Palais de l'Unité, Franck Paris. Décidément, il a un nom très français. Il s'appelle Franck Paris. Emmanuel Macron. Si rien n'a filtré de l'entretien de 2h30, nous fait savoir Cameroun Tribune, entre les deux personnalités, nul doute que la coopération bilatérale et des sujets de l'actualité internationale ont meublé donc les échanges entre le nouvel ambassadeur de France au Cameroun et le président Paul Biya, voilà, qui entend bien sûr restructurer encore les rapports diplomatiques entre le Cameroun et la France. Voilà. Après Cameroun Tribune, on s'intéresse à l'actualité du côté du Burkina Faso, notamment avec cet article signé le Burkina 24. Roch Donatien Nagalo démissionne du ministère en charge du commerce. Voilà, on l'a donc appris depuis hier. Le ministre en charge du commerce, Roch Donatien Nagalo, contesté par une partie de commerçants et commerçantes, a décidé de démissionner. Hier mardi, à Ouagadougou, la capitale burkinabé, il a fait une déclaration face à la presse au regard des contestations suscitées donc par sa nomination. Il a invité notamment ses détracteurs à suivre la voie de la justice s'ils en estiment en avoir les choses à lui reprocher en tout cas. En tout cas, vous avez globalement tout le parcours de ce ministre aujourd'hui démissionnaire. Qu'est-ce qui a mené finalement à sa démission quand on sait qu'après la nomination du nouveau gouvernement, du gouvernement de transition au Burkina Faso, des enquêtes avaient été ouvertes sur la personne de chacun de ces ministres et aujourd'hui on voit que ces enquêtes commencent à porter fruit puisque on a là déjà des membres de ce gouvernement qui démissionne. Voilà, il y a vraiment un mouvement qui est engagé du côté du Burkina Faso et qui est en marche. De mouvements, justement, on va en faire pour aller cette fois-ci du côté du Sénégal pour évoquer avec le quotidien.sn, le site d'information sénégalais, qui évoque la COP27.
qui se déroule donc à Sharm el-Sheikh en Égypte, et Macky Sall qui est donc qui a appelé les États à respecter les engagements. COP27, lutte contre les changements climatiques, Macky Sall veut plus d'équité et de solidarité pour l'Afrique. Macky Sall qui est le président bien sûr sénégalais, également président en exercice de l'Union africaine, qui a intervenu donc à l'ouverture, ou du moins lors du deuxième jour de la COP27, c'était le 7 novembre dernier, et en sa posture de président en exercice de l'Union africaine est bien sûr allé dans le sens de défendre les intérêts dans ce qui est aujourd'hui conséquence au réchauffement climatique. Dans ce rassemblement annuel, il est notamment revenu sur les besoins de financement, notamment par ses propos, dont celui convenu de 100 milliards de dollars par an pour soutenir les efforts d'adaptation des pays en développement. Il y est revenu, et sur bien d'autres questions encore, notamment le fait que l'Afrique détient à son sol le deuxième poumon du monde, et qu'elle devrait, voilà, l'Afrique, être plutôt saluée pour son engagement à réduire et absorber donc les gaz carboniques. Voilà. Après le quotidien.sn du Sénégal, on s'intéresse pour sortir de notre une à l'actualité en Afrique centrale, du moins avec ce site d'Afrique centrale, pays voisin du Cameroun, le Tchad, avec Alvida Info. Refus de visa français pour le ministre d'État Tom Erdimi. C'est une question en tout cas qui est posée par Alvida Info ce matin. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Tom Erdimi, est empêché d'entrer en France pour des raisons inconnues selon son cabinet. Voilà une information relayée par Alvida Info qui précise que malgré la présentation de ses passeports diplomatiques à ce ministre d'État tchadien qui présente ses passeports diplomatiques et ordinaires, la France lui refuse le visa, et une communication qui a été faite du cabinet de ce ministre, et voilà, plus d'informations à lire en tout cas dans le traitement de l'actualité au courant de la journée, et bien sûr dans les jours à venir sur Alvida Info. Sur ce, c'est la fin. C'est la fin. Et merci Kwechu, merci d'avoir clôturé. C'est une du jour par le site d'information Alvida Info. Bon, non, je ne veux pas frustrer certaines personnes et dire que Alvida est notre préféré. Bon, préféré, Alvida. Alvida Info. Ah d'accord, le site d'information. Ah d'accord. Enfin, pour moi, il n'est pas le préféré, mais il fait partie quand même des meilleurs. Voilà. Des meilleurs sites. Il nous sert l'actualité en temps réel quand même. Oui. Et quand on sait qu'il y a eu beaucoup de remous du côté du Tchad, Alvida a été très bien placé pour nous en apporter. Voilà. Merci. Bien le bonjour à nos confrères journalistes d'Alvida, s'ils nous regardent ou nous écoutent éventuellement ce matin. Voilà, merci Kwechu, merci de nous avoir baladé comme d'habitude dans les différents kiosques des capitales africaines. Actuellement, Dame Fotso, je crois qu'elle est déjà sur ce plateau pour le flash d'information en langue anglaise. Est-ce que c'est le flash ou bien le flash? Voilà, avant peut-être de s'intéresser au flash d'information, voilà, Kwechu, est-ce que si Barkhane quitte, voilà, on a Notre-Dame Fosso qui est déjà dans ce studio pour le flash d'information en langue anglaise, c'est tout de suite. Good day, Africa. Good day, world, ladies and gentlemen. Welcome to this edition of News Brief over for you television. J Photo, my name. Let's kick off without transition onto the Horn of Africa, precisely in Egypt, to talk about COP27, where IMF calls for climate-smart investment in Africa. The International Military Fund's managing director said on Tuesday the climate change can create excellent opportunities for the private sector in Africa, adding the investment
investing in the low carbon economy can create jobs. Africa is disproportionately affected by climatic events such as droughts, floods, and coastal erosion, Kristalina Georgieva said. Speaking in Egypt, which is hosting the COP27 climate summit, Georgieva said this creates hunger, rise the risk of famine, and even leads to insecurity for the continent, but also for the rest of the world. Scores of presidents, along with thousands of diplomats, climate negotiators, business leaders, activists, and journalists descended onto the Red Sea resort city of Sharm el-Sheikh to take part in discussion and negotiations slated to go through November 18. Still concerning the COP27, this time around concerning the Namibian president. The Namibian president Hage Geingob has accused wealthy nation of not being honest when talking about the fight against climate change. Speaking at the ongoing COP27 meeting in Egypt, President Geingob said wealthier countries who he blamed for the current crisis had turned climate conferences into talking shops. He went on to describe the world's largest polluters as criminals and the world poorer nations as their victims. Malawi's President Lazarus Chakwera also had a harsh message for richer nations. Speaking at the conference, Mr. Chakwera said that wealthier countries should take on more responsibility in fighting climate change. We are all equal in value before God, but our obligations, our capacities, our opportunities, and our offenses vary. We now talk something else concerning France against Sahel. French President Emmanuel Macron will officially announce today the end of the Barkhane anti-jihadist operation in the Sahel, a little less than 3 months after the withdrawal of French soldiers from Mali, the Elysee Palace said Tuesday. This announcement will have no impact on the French military presence in the region. Some 3,000 French troops are still deployed in Niger, Chad, and Burkina Faso. The force counted up to 5,500 soldiers at the head of its deployment in the Sahel, pushed out of Mali by the military power since 2020, which is now working with the sulfurous Russian parliamentary group. The French army left the country for good in mid-August after 9 years of fighting the jihadists. Finally, we go to talk about Ukraine war. The country Ukraine wants G20 help on Russian deportation of children. Ukraine won this month G20 summit to address the plight of thousands of its children it say have been deported to Russia. President Volodymyr Zelensky, chief of staff, has said the Russian Federation continued to commit its crime in connection with Ukrainian children. Zelensky office quoted Andriy Yermak as saying on Tuesday at a meeting he shared of a group of officials responsible for child protection. The removal of children continues. The United States envoy to the United Nations said in early September more than 1,800 children had been transferred to Russia from Moscow-controlled areas of Ukraine in July alone. Ukraine wants such deportation investigated as a war crime. On that, we close this edition of News Brief. Stay tuned with On Remue l'Actu. Thank you, Jay Futso, pour ce flash d'informations en langue anglaise. Mesdames, Messieurs, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur les antennes de For You Media Africa. Nous sommes également en simultané sur For You Radio 96.3 FM. Le sujet du jour, je vous l'ai dit, le président français Emmanuel Macron va annoncer tout à l'heure à Toulon la fin de l'opération militaire dans le Sahel. La réalisation nous fait des signes. On a Monsieur Noubissi Wafo en ligne. Bonjour, Monsieur Noubissi Wafo. Merci, bonjour Eva Neto. Bonjour à tous ceux qui s'entourent en studio. Bonjour les techniciens. Bonjour aux nombreux téléspectateurs de For You Media. J'espère que vous allez bien ce matin. C'est un plaisir de vous recevoir comme tous les matins, Monsieur Noubissi Wafo. Ça va, merci. Voilà le sujet du jour, Monsieur Noubissi Wafo. Tout à l'heure, le président français Emmanuel Macron va annoncer,
va annoncer la fin voilà, de l'opération militaire dans le Sahel. Monsieur Noumbissi Wafo, quel est le regard que vous portez face à cette information ou alors cette actualité? Oui, mais le constat qu'on peut faire, c'est que la France recule. Oui. C'est que la France est en train de comprendre qu'elle ne peut pas aujourd'hui comporter comme dans les années 60, dans ses anciennes colonies. C'est que la France est en train de comprendre que le contexte international l'oblige à revoir son logiciel, à changer sa copie et à redéployer ses manœuvres dans les anciennes colonies d'Afrique. Parce que voyez-vous, même si on ne peut pas encore totalement se satisfaire parce que la France doit faire mieux, d'ailleurs je pense qu'elle est obligée de faire mieux, même si on ne peut pas satisfaire de cette acte, on doit quand même reconnaître que c'est quelque chose qui va dans le sens de ce que souhaite l'immense majorité des Africains, surtout des Africains qui sont dans les anciennes colonies de la France en Afrique. C'est vrai que la France dit qu'elle ne va pas se retirer totalement, en fait, les forces françaises ne vont pas se retirer du Sahel. Mais il faut savoir que c'est des forces, les forces balkanes, puisque c'est de ça qu'il s'agit, disposaient d'abord dans le Sahel d'un peu plus de 5 000 hommes, que cette force-là a été réduite à 3 000 hommes. Je ne doute pas qu'elle sera encore plus réduite dans les prochains jours. Parce que la France ne sera plus directement impliquée dans les opérations militaires, dans la lutte contre le djihadisme sur le théâtre des opérations dans le Sahel. La science ne va plus aller au combat, pour dire les choses plus précisément. Mais même si la France va garder sa présence militaire, elle-même, la France dit que c'est une présence militaire qui sera plus discrète et qui va désormais se limiter aux équipements que la France a fournis à des États qui en font la demande ou alors qui passent des accords avec elle. Il y aura donc ces deux équipements-là, il y aura la formation, il y aura le renseignement et il y aura des partenariats. Justement, il faut dire tout à l'heure, avec les pays qui l'acceptent. Cela veut dire que c'est possible qu'il refuse désormais une coopération militaire avec la France. Et quand nous disions que les conditions ont imposé à la France, ou alors le contexte actuel a imposé à la France ce recul, nous pensons à la rude concurrence que fait désormais la Russie en Afrique, surtout dans les anciennes colonies de la France, avec de nouvelles relations, ou alors si vous voulez, de nouvelles dynamiques de coopération militaire, même si on veut dire que cette dynamique intègre des sociétés paramilitaires ou alors une entreprise privée paramilitaire russe qui dit ne pas avoir de connexion avec l'État russe. Mais tout le monde sait que c'est parce qu'on veut faire du politiquement, du diplomatiquement correct qu'on dit des choses comme cela. C'est que la Russie a décidé désormais de marcher sur ce qui hier était la zone d'influence de la France. C'est que la France elle-même, à travers les multiples coups tordus qu'elle a perpétrés dans ses anciennes colonies en France, a développé, dans ses anciennes colonies en Afrique, autant pour moi, a développé sur les Africains de ces anciennes colonies-là un profond sentiment anti-français qui aujourd'hui est de plus en plus visible et est de plus en plus manifeste. Je crois que à côté, il y a de ce que les pouvoirs qui ne vont pas aujourd'hui s'accorder à cette dynamique des populations, si vous voulez, à cette volonté de devenir réelle des populations, vont être, ces gens-là vont avoir des problèmes. Et soit la menace de déstabilisation de l'État, soit l'éjection de leur fauteuil présidentiel. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair que le soutien de la France a fait ce que je vais considérer comme quelque chose de fait une chose qui n'est plus suffisante. Compte tenu de la pression comme sur cette division-là, les populations, compte
compte tenu de la pression que met sur cette idée-là désormais le contexte mondial. Donc la France, nous avons fait le là de gaieté de cœur. La France est littéralement dos au mur et c'est maintenant aux Africains de saisir la balle au bon pour demander ou alors exiger de la France une plus grande autonomie. On sait que l'autonomie des États africains n'est pas compromise simplement à travers la présence militaire effective de la France dans les anciennes colonies. Et à travers ces actions militaires-là, qui prêtent à confusion et tout généralement posent quand même des problèmes d'efficacité et des problèmes d'objectivité sur le terrain. Parce que, voyez-vous, ce sont des forces qui sont souvent accusées d'être en conflit avec l'ennemi pour déstabiliser les pays africains. Ici, nous souviens que le Mali le dit clairement, avant même qu'il est capable de présenter des preuves. Donc, de plus en plus, les populations africaines ont soif d'autonomie, ont soif de s'émanciper de cette tutelle encombrante et, j'ai préféré de dire, avilissante, totalement avilissante, nocive de la France. Et cela commence par la coopération militaire, va s'étendre sur lui. Et vous savez que sur le domaine économique, la France aujourd'hui en train de reculer. Mais l'un des présenteurs va falloir évacuer dans cette dynamique de colonisation et d'accès à la souveraineté réelle des pays d'Afrique au sud des pays d'Afrique, anciennement colonisés par la France. C'est la redéfinition des rapports monétaires avec la France. C'est qu'il faut couper le lien avec le CFA, qui en réalité reste encore un outil qui maintient dans la sécurité de la sous-développement les États anciennement colonisés par la France. Donc nous sommes contents de savoir qu'il y a une amorce qui est faite. Nous sommes contents de savoir que ce n'est pas de gaieté de cœur. La France a bien compris qu'elle doit désormais faire avec la donne actuelle, mais nous savons qu'il faut que désormais aussi les Africains, à travers les dirigeants, prennent les responsabilités en allant beaucoup plus loin que ce qui est en train d'être fait là, dans le sens de l'accès à une véritable autonomie, à une véritable souveraineté des États africains entièrement colonisés, je veux dire entièrement colonisés par la France. Parce que c'est de là que viendra la prospérité, c'est de là que viendra le développement des pays africains entièrement colonisés par la France. Et où je suis d'accord avec ce que tu veux déjà quand il disait qu'il n'y a pas de développement possible dans la servitude. Il n'y a pas de développement possible sans liberté. Alors si la condition pour que nous développions, c'est la liberté, alors nous devons nécessairement nous débarrasser de ce que je considère comme la tutelle nocive et extrêmement dangereuse de la France, quitte à ce que nous exploitions le contexte international qui aujourd'hui est relativement favorable aux anciennes faibles, c'est-à-dire aux faibles d'hier et même d'aujourd'hui, que sont ces États africains anciennement colonisés par la France. Selon vous, est-ce que si l'opération militaire Barkhane quitte définitivement le Sahel, on peut s'attendre à ce que le terrorisme s'arrête de ce côté? Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas mieux que les Africains pour défendre l'Afrique, que ce soit au niveau de ses intérêts, que ce soit au niveau de son intégrité territoriale. Oui. Il n'y a pas mieux que les Africains. Il n'y a pas mieux que les Africains parce que nous sommes quand même en plein 21e siècle. Il n'y a pas mieux que les Africains parce que nous sommes quand même plus de 60 ans après les indépendances. Pour la plupart des pays, les Africains, nous sommes plus de 60 ans après les indépendances. Il n'y a pas mieux que les Africains parce que les Africains sont suffisamment imprégnés de la logique des relations internationales aujourd'hui et sont suffisamment instruits des mécanismes de fonctionnement de ces relations internationales-là pour comprendre qu'il n'y a que pour travailler à leur autonomie, qu'il n'y a que eux pour véritablement donc travailler à bouter hors tout ce qui est censé nuire à cet Africain. Je voudrais dire qu'il suffit simplement que les Africains prennent conscience qu'ils se donnent les moyens qu'il faut, qu'ils passent des partenariats sérieux avec les États qui vont, ces partenariats, je veux dire, qui vont dans le sens de véritablement bouter hors l'ennemi en Afrique, et le problème sera réglé. Et je ne doute pas que les Africains soient capables de cela. Oui. Je ne doute pas que les Africains, j'aime souvent dire qu'aujourd'hui,
les Africains, contrairement à ce qui se passait hier, sont inscrits dans les mêmes écoles, ont suivi la même formation et parfois ont été plus brillants que les autres qui veut passer pour des donneurs de leçons. Donc, nous sommes suffisamment capables, et en termes de potentiel, et en termes de ressources humaines, et en termes de capacité à gérer nos problèmes pour chasser nous-mêmes les djihadistes hors de nos États et ramener la paix et la stabilité qui sont la condition du développement réel. Donc, pour moi, il n'y a pas de possibilité, on ne peut pas permettre à des gens de venir s'installer en Afrique, alors que les Africains sont capables eux-mêmes de résoudre leurs problèmes, pour résoudre les problèmes africains à la place des Africains. Je suis de ceux qui pensent, qu'aucun État ne peut travailler pour un autre État de manière véritable. Chaque État travaille pour lui seul, pour lui-même, il ne travaille pas. Et donc, les populations africaines seules pourraient travailler pour elles-mêmes, ou alors elles ne le feraient jamais. D'accord. Voilà, M. Noubissi Wafo, Koumabité a une question pour vous ce matin. Voilà, bonjour M. Noubissi Wafo. Merci à vous, merci à tous ceux qui nous écoutent ce matin. Au revoir. Bonjour M. Noubissi. Monsieur Noubissi Wafo, je ne partez pas parce qu'il y avait une question. Koumabité avait une question pour vous ce matin. Il est parti. Il s'en est allé, voilà, merci. On va peut-être revenir demain pour la question. Effectivement. J'avais cette préoccupation-là. Très fracassante. Et il est sorti très fracassante. Voilà, donc... de toutes les façons, on va renvoyer la question à demain. On espère que demain, on va revenir sur... Et surtout que le temps nous tient à la gorge. On va s'intéresser tout de suite à l'image du jour, peut-être pour sortir de cette émission avec Kwechu. Alors l'image du jour, je vous le disais, on va aller du côté de la France, notamment à l'Assemblée nationale française. On est le week-end dernier et une image un peu incroyable d'un élu local qui prend la parole et regardez un peu les réactions tout autour et on y revient. Migrants avec les autres pays européens, comme Malte qui ne répond plus aux demandes de coordination de sauvetage. Les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. Ces violences... Quel est le député qui vient de prononcer cette phrase? Pardon? Non, mais c'est pas possible. Non, mais... Attendez, mes chers collègues. Non, mais qui... Ouais. Je fais une suspension de séance de 5 minutes. Tourne en Afrique, dehors. Je crois que c'est bien assez parlant ce qu'on a vu à l'instant. Alors pour revenir un peu sur la personne, ou du moins l'élu qui était responsable premièrement de ses propos, il s'agissait de Grégoire de Fournas, voilà, qui a donc tenu ses propos racistes et a été accompagné littéralement par tous les autres députés du Rassemblement national. Et lui qui, après ces événements, a dit devant un média, d'ailleurs à Mondovision, qu'il ne s'excusait pas de l'avoir fait. Donc, je ne vais pas démissionner, d'ailleurs, déclare le député Rassemblement national Grégoire Fournas. C'est lui, donc, le député qui avait crié à l'hémicycle. Je rappelle, ça remonte au 3, voilà, au 3 novembre dernier. Et depuis le week-end, ça fait tabac en France et partout en Afrique même, pour ceux, en tout cas, qui ont pu apprécier ces images. Lui qui aura écopé de 14 jours comme
la loi le prévoit de ce côté, 14 jours donc de sanctions, notamment d'exclusion de l'Assemblée nationale, Grégoire de Fournas, qui est un député dans l'Assemblée nationale, député Rassemblement national de Gironde, qui a été sanctionné et voilà. Rappelons donc que pour le député victime de ces propos racistes est un député LFI, Carlos Martens Bilongo. C'est vrai que ce nom, je ne sais pas, mais en tout cas il est né en France, mais ce nom forcément... Bilongo, ça doit être soit au Cameroun, soit au Gabon voisin. Effectivement. De toutes les façons, c'est un nom de l'Afrique centrale ou alors la République démocratique du Congo. De toutes les façons, c'est en Afrique centrale de toutes les façons. Donc, simplement, il interpellait l'hémicycle sur notamment la politique migratoire. Voilà, toute chose donc, qui n'a pas plu visiblement aux députés du RN qui sont sortis au créneau et ont tenu ces propos, du moins sont accompagnés. Grégoire de Fournas, lui qui le premier a lancé la phrase qu'il retourne à l'Afrique parce qu'ils sont critiqués et remettaient en question la politique migratoire qui est mise en place actuellement, et c'est une question qui est des plus sensibles du côté donc du Rassemblement national et voilà, ça fait énormément débat et ça amène clairement à s'interroger finalement sur la place de ces Français naturalisés ou du moins qui sont issus originaires d'outre-mer ou de l'Afrique et qui continuent bien qu'étant d'une certaine manière quand même impliqués dans la chose politique en France, continuent de subir encore des actes de racisme. On se souvient encore de Ramayade qui était donc ministre sous l'ère Sarkozy, qui elle également en a été victime, elle qui était originaire du Sénégal, ou encore Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement sous Emmanuel Macron, qui elle également d'ailleurs avait été écartée de son poste, et les raisons pour certains étaient que voilà, elle n'avait pas une image qui était qui plaisait forcément à toute la France assez conservatrice. Merci, voilà, merci Kwetu, cette information est très importante. Je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir demain, parce que là, le temps nous tient. Hier déjà, on disait qu'on y revenait aujourd'hui. Le temps nous tient vraiment à la gorge. On va sortir avec quelques messages apparus sur notre page Facebook For You Media Africa avec vous, Koumabité. Oui, justement, Emma Moutou, vous faites bien de le rappeler, quelques messages, parce qu'on va prendre juste quelques-uns. On va parler ici de Douala Ngando qui dit ici, rappelle, la France est une puissance et une ancienne puissance, donc ces actes sont très très calculés. Voilà, on va revenir également pour redire ici, triste réalité pour mon pays, la République démocratique du Congo. Je pense quand même que c'est sur le sujet concernant donc les M23. Voilà, Bernard Dimundou. Bonjour l'Afrique, For You Media, les panafricains et les panélistes. Heureux de vous retrouver ce matin. Excellente journée de mercredi à vous tous. Également à vous, on vous souhaite donc une agréable journée de ce côté-là. Voilà, Samake Kati qui dit donc, il n'y a pas d'autre pays terroriste, soi-disant djihadiste, que la France. La France est un État génocidaire. Puis, voilà, donc c'est un message, je vais finir par là. Et il faudrait qu'il nous dise aussi quand il mettra fin au franc CFA. Je pense que c'est un sujet très intéressant, Emma Moutou, qu'on pourra revenir là-dessus, parce qu'on a eu un communiqué ou alors une signature de décret qui a stipulé que d'ici quelques jours, ou alors d'ici le 12 décembre, il y aura donc des éventuels billets, nouveaux billets qui sortiront donc du cocon, ou alors qui seront donc disponibles en Afrique centrale. Je pense qu'on reviendra. Effectivement, comme invité, merci. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de votre programme. On remue l'actu de ce jour. On aura le plaisir de vous retrouver demain avec de nouvelles informations. D'ici à là, restez scotchés sur nos antennes et passez une excellente journée.